Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le terrorisme était au cœur d'une rencontre ce mardi entre le président Alassane Ouattara et un représentant des Nations Unies. Ensemble, ils ont abordé la situation sécuritaire dans la région. De l'eau sous la lumière, c'est l'appel des habitants du quartier Belleville à Anyama, privés de ses besoins vitaux depuis des années. Ils demandent aux autorités d'enfin agir. Et puis au Sénégal, port du masque obligatoire pour les pèlerins de retour de la Mecque après des dizaines de cas de coronavirus détectés parmi eux. Le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Avec Leonardo Santos, ils ont évoqué les défis sécuritaires dans la région avec un accent particulier sur la lutte commune contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les précisions de Pierre Dipomella. Santos, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, est venu discuter avec le président ivoirien Alassane Ouattara de l'expansion du terrorisme dans la région. Une situation préoccupante face à laquelle il faut vite réagir. Au terme des échanges, Leonardo Santos a préconisé une plateforme commune de lutte contre ce fléau. Ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi. Le trafic des armes, le trafic des drogues, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. Donc voilà, résumé, ce qu'on discute avec son Excellence le Président. Le terrorisme et l'extrémisme violent qui essaiment le Sahel menacent aussi les pays côtiers, tels que le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui a fait face à des attaques en 2021, notamment à Kafolo, une localité frontalière, avec le Burkina Faso. Pas d'eau courante ni d'électricité à Belleville, un quartier d'Anyama qui porte mal son nom finalement. Depuis des années, les habitants, malgré leurs efforts, souffrent de cette situation. Ils lancent donc un appel urgent ce soir aux autorités afin d'obtenir des solutions. Le reportage de Moussani Kema et de Kimo Eric. Anyama, quartier Belleville. Plus connu sous le nom de Terre Rouge, les habitants de ce quartier vivent depuis quelques années sans eau courante et font face à des coupures intempestives de l'électricité. Ici, comme chez tous les habitants du quartier, c'est l'eau du forage qui abreuve la maison. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Et puis, lorsque les 3 mois finissent, on nous envoie les factures. On boit avec, on prépare avec, puisqu'on ne gagne pas. D'autres aussi n'ont pas les moyens pour aller acheter des zones minérales au supermarché. Comme on fait. Dans ce forage, comme dans la plupart de ceux installés dans ce quartier, c'est 10 bidons à 150 francs, sans compter le convoiement. Autre problème, l'électricité. Des boulangeries qui fonctionnent au charbon de bois ou encore des ferronneries qui subissent des interruptions de courant. Pas courant. Et que ça, quand ça vient, c'est baisse de tension. On n'arrive pas à travailler. Donc moi-même, j'ai reçu convocation plusieurs fois parce qu'il y a l'un des gens, j'arrive pas à travailler. Facture viennent. J'ai même pas encore payé la dernière facture là d'abord. Construit depuis mars 2023, ce dispensaire se retrouve constamment dans le noir et sans eau. Il arrive des fois qu'il y a coupure même totale de courant. Donc nous sommes obligés de travailler dans le noir. Faire même des accouchements dans le noir. On fait avec les moyens des bords. Nous achetons des lampes torches. On essaie de se débrouiller avec. Ou bien même avec les torches de l'eau potable. C'est vrai que nous avons un forage qui fonctionne avec le courant. Donc dès lors qu'il y a coupure de courant, il n'y a pas d'eau. Réunis en collectif, les habitants du quartier ne veulent qu'une seule chose, de l'eau sous la lumière. Malgré le réseau est là, je vous le dis en vérité, on n'a pas de courant. Nous souffrons. On peut passer des nuits, on peut faire même 5 jours, une semaine, on n'a pas d'électricité. Il y a des gens qui sont allés prendre des stabilisateurs pour pouvoir renforcer leur courant. Sinon, il n'y a pas de courant. Il y en a plein dans ce quartier.
Quand il y a coupure de courant, le forage ne marche pas. On fait comment? On est obligé de voir les tricycles. Tu vas donner 10 bidons, le gars va aller à Bobo là-bas pour te de l'eau, tu perds 3 000 francs. Et pour quitter le quartier, une autre difficulté, la traversée de la route qui engendre plusieurs accidents. Avant l'autoroute, c'était le même quartier. À l'arrivée de l'autoroute a fait que le quartier est départagé en deux. Les traversées sont un peu très difficiles pour nous, surtout nos enfants dans les cours de l'entrée scolaire qui vont à l'école. D'autres sont ici, mais ils fréquentent l'autre côté. Il y a eu plus de 15 accidents et 5 accidents mortels. Nous voulons un pont piéton pour faciliter la traversée, pour rejoindre les deux quartiers facilement. Malgré les milliers d'habitants qui peuplent ce quartier, il n'a toujours pas de bitume et manque de bacs à ordures pour le traitement des déchets ménagers, d'où le cri de cœur des habitants qui appellent les autorités compétentes à se pencher sur leur situation. Depuis ce mardi, Abidjan accueille les unités techniques et scientifiques des polices nationales d'Afrique de l'Ouest, réunies pour 48 heures de travaux dans le cadre de la 3e Assemblée générale du réseau de police scientifique de la région. Elle vise à renforcer la coopération pour faire face aux défis de la sécurité transfrontalière. Le reportage de Tiemé Danger et de Tanguy Conan. Attentats terroristes, cyberattaques, narcotrafic, criminalité transnationale organisée sont autant de menaces sécuritaires dans la sous-région. En première ligne, dans la prévention et le traitement de ces menaces, les unités opérationnelles des polices scientifiques d'Afrique de l'Ouest. À la manœuvre, ces forces de police nationales s'inscrivent dans l'unité d'action à travers le REPSAO, réseau de police scientifique de l'Afrique de l'Ouest. Nouvelle tribune, en terre ivoirienne, la 3e Assemblée générale du réseau de police scientifique institutionnalisée. Avant les travaux, contexte et enjeux sont déclinés. La région ouest africaine fait face à de multiples défis sécuritaires liés aux menaces terroristes, à la criminalité transnationale organisée et aux crimes organisés de tout genre. Tenant compte de la complexité des infractions commises dans nos États et pour apporter une réponse efficiente à la résolution des dits défis sécuritaires, il a apparu nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des services de police en charge des grandes enquêtes avec la création des unités spécialisées de police technique et scientifique. Pour sa part, le partenaire, la coopération allemande, salue les assises d'Abidjan quand le pays hôte énonce attentes et perspectives. Des initiatives telles que la REPSAO contribuent efficacement à la lutte contre la criminalité nationale et transnationale, au respect du droit de chaque citoyen à un procès juste et équitable et au renforcement de l'état de droit dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au terme de vos travaux, mesdames et messieurs, on devrait aboutir à la validation du plan d'action 2024-2026, à l'état des lieux des compétences des personnels et des capacités techniques des laboratoires en faute documentaire et en balistique, à la mise en place d'un comité de finances et à la cellule de communication du réseau, en prélude à l'élaboration d'un plan de viabilité financière, à l'insertion des amendements de l'Assemblée générale de 2021 dans les résultats du réseau en vue de sa validation définitive et enfin au renouvellement des instances dirigeantes du réseau. Créé le 27 juin 2019 à Abidjan, avec pour vision de concourir à un cadre d'échange de bonnes pratiques et de développement de la police scientifique dans la lutte contre la criminalité, le REPSAO aura son tout nouveau bureau exécutif jeudi prochain, date de l'élection des instances dirigeantes. Dans moins de 2 ans, le CHU de Yopougon sera pleinement opérationnel. La 2e et la dernière phase des travaux va se terminer dans 18 mois. C'est ce qu'on apprend suite à une visite du chantier ce mardi par le PDG du groupe CETAO Bouygues Construction en charge des travaux et en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Les détails de Mardoché Kwasi et de Chèque Bleu. Cette visite du président directeur général de Bouygues CETAO Construction visait à évaluer le fonctionnement des services déjà réhabilités et opérationnels, que sont notamment les urgences, le service de réanimation, les blocs opératoires et le service imagerie, mais aussi préparer le lancement de la phase 2 du projet, prévu pour s'achever dans 18 mois. Le premier responsable de la société en charge des travaux avait à ses côtés le directeur de cabinet adjoint du ministre Pierre Damba, en charge de la santé. La phase 1 qui est achevée, est même déjà en service, elle a été ouverte un peu avant
la canne. Sur cette première phase, les travaux ont été bien faits et ils ont même amorcé la phase 2. Vous avez vu tout à l'heure un échantillon de la façade qui a été présentée pour nous donner un aperçu de ce que le CHU va être lorsque la phase 2 va être achevée. Mais ils sont fin prêts pour venir démarrer cette phase 2. En 18 mois, la phase 2 sera complètement achevée. Les services déjà réhabilités sont opérationnels depuis fin d'année 2023. La phase 2 des travaux va concerner essentiellement les services d'hospitalisation. La livraison du CHU de Yopougon modernisé est très attendue par la population et le personnel soignant. Elle permettra de soulager les autres établissements de santé qui ont pris le relais depuis la fermeture de la structure. Les travaux de réhabilitation sont évalués à 40 milliards de francs CFA. Et ce mardi à Abobo, une délégation de parlementaires de la Banque mondiale et du FMI a inspecté les chantiers de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la commune. Ils ont été accueillis par le ministre Abouaké Fofana et la maire Kandia Camara. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Cheikh Bleu. Cette visite du réseau des parlementaires du FMI et de la Banque mondiale rentre dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'Agence internationale de développement qui finance l'ouvrage de drainage des eaux pluviales entre Oundautré et Anonkwa-Kouté dans la commune d'Abobo. Elle a permis à la délégation de constater de visu l'importance de cet ouvrage pour les populations de ces quartiers. The parliamentary network on the IMF and the World Bank delegation. Nous comprenons en fait l'impact dévastateur que peuvent avoir les inondations sur les populations. C'est un grand projet d'infrastructure qui a été fait pour cette communauté et je pense que cela a été vraiment bien fait. J'invite tout le monde à prendre soin de cet ouvrage et de faire beaucoup attention afin que cet ouvrage puisse être durable. Les bénéficiaires de ce projet et les autorités municipales d'Abobo, avec à leur tête le maire Kandia Camara, ont réservé un accueil chaleureux à leurs visiteurs, dont l'appui a permis de sauver des vies dans ces quartiers. C'est un ouvrage qui sauve nos vies ici. C'est un ouvrage qui permet aux femmes de vaquer tranquillement à leurs occupations, surtout de faire leur commerce. C'est un ouvrage qui permet aux enfants d'aller à l'école, aux personnes de circuler. C'est un ouvrage qui permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Ces travaux sont réalisés par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à travers le PARU, projet d'assainissement et de résilience urbaine. Ils ont été lancés le 10 mars 2022, quand les travaux, eux, ont effectivement démarré en mai 2022. La première composante de ce projet en cours consiste en la construction de canalisations et d'exutoires des eaux usées dans plusieurs communes d'Abidjan. Dans la même veine, pour offrir un environnement sain et embelli à la commune d'Adjamé, la NAGED, avec le soutien de ses partenaires, a entrepris la rénovation de des bâtiments des 220 logements. La cérémonie de restitution des 5 tours a eu lieu ce mardi en présence des autorités locales et de résidents. Nedja Edja, Kassim Diabaté, Zécré Joseph. Des bâtiments embellis par des peintures plus gaies et colorées, c'est le nouveau visage des tours de la cité des 220 logements d'Adjamé. Grâce à l'Agence nationale de gestion des déchets, soutenue par ses différents partenaires, ces immeubles défraîchis ont été rénovés. Cela dans le cadre du projet Des couleurs pour ma cité, qui vise à offrir un lieu de vie plus agréable à travers entre autres le ravalement de façades et l'aménagement des espaces verts. Le projet Des couleurs pour ma cité a transformé notre cité de manière spectaculaire. Nous, résidents de la cité des Tours, prenons l'engagement solennel de préserver les acquis de ce projet et de maintenir notre cité propre et belle. Pour la NAGED, le choix de la commune d'Adjamé pour cette deuxième édition du projet n'est pas fortuit. Adjamé, en effet, est une zone de convergence en raison de l'immense et l'intense activité commerciale qui s'y déroule. Il y a 4 millions de personnes qui viennent tous les jours à Adjamé. Et ces tours se dressent comme un phare, un repère pour toutes les personnes qui foulent le sol de cette commune.
La mise en œuvre de ce projet réjouit le premier magistrat d'Adjamé. Nous avons vu naître des œuvres qui embellissent notre cité, enrichissent notre patrimoine et renforcent notre identité collective. Je tiens à remercier chaleureusement l'ANAGED pour son engagement et son partenariat indéfectible. Pour la pérennisation des acquis du projet, un dispositif de salubrité a été mis en place. En outre, les habitants de la cité recevront régulièrement du matériel pour l'entretien et le nettoyage de leur environnement. Et puis à l'étranger, le Sénégal met en place des mesures sanitaires après avoir confirmé des cas de coronavirus de participants au pèlerinage 2024 à la Mecque. Reportage. Désormais, pour les pèlerins de retour de la Mecque à destination du Sénégal, c'est port du masque obligatoire à l'embarquement, pendant le vol, après l'atterrissage, jusqu'à la collecte des bagages. En plus de cette mesure de précaution, des tests de dépistage du Covid-19 sont effectués à l'arrivée à l'aéroport, sur la base du volontariat ou pour les cas suspects. Cette disposition récente fait suite à la présence des cas positifs au Covid détectés par les autorités sanitaires. On a quand même été alerté par ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage où au niveau de la Mecque, il y a un certain nombre de décès qui ont été enregistrés. Au départ, on avait pensé que c'était lié à des vagues de chaleur parce que la température était excessivement élevée. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un syndrome respiratoire avec les cas de décès. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la Covid-19. Et il faut dire quand même qu'il y a des cas qui étaient suspects et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager. Toutefois, les autorités rassurent, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Pour le Hajj 2024, ce sont quelques 12 000 Sénégalais qui ont participé au pèlerinage. Toujours au Sénégal, dans le centre-ouest du pays, à Toubacouta, l'élevage et la production d'huîtres sont des activités clés. Après le poisson, elles représentent la deuxième source de protéines consommée par les Sénégalais. Sur place, Mardoché Kouassi et Zécré Joseph, nos reporters, ont visité une coopérative de productrices de ce fruit de mer à Nemaba, dans le delta du Saloum. Reportage. Nemaba, localité située à 7 km de Toubacouta, à un peu plus de 200 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Nima Diouf est membre d'une association de productrices d'huîtres basée dans ce petit village. La production d'huîtres est une activité qui obéit à des étapes précises. Une routine pour Nima, qui pratique cette activité depuis son enfance. Pour faire l'élevage des huîtres, il faut d'abord confectionner une guirlande. Il faut toujours respecter la période du placement. Parce que nous, on le fait dans la saison des pluies, surtout du mois d'août-septembre. Pour s'assurer une bonne récolte, les éleveurs d'huîtres doivent faire preuve de rigueur dans le suivi et le choix des sites d'élevage. Chaque 15 jours ou chaque un mois, on regarde est-ce qu'on a des naissins ou pas. Est-ce qu'il y a des guirlandes qui se tombent ou pas? Est-ce qu'il y a des piquets qui sont tombés ou pas? On le place dans la mangrove pour avoir une croissance plus rapide. Du fait de sa forte potentialité et de la présence massive des femmes dans ce secteur, le gouvernement sénégalais, dans sa politique d'autonomisation de la femme et de lutte pour la sécurité alimentaire, s'est engagé avec l'appui des partenaires au développement à accompagner les acteurs de la chaîne de valeur huître. Un projet d'appui mis en œuvre par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, à travers le projet Fish for Recipe Sénégal. Nous avons fait un diagnostic approfondi donc pour mieux cerner la chaîne de valeur de l'huître, connaître les opportunités, mieux connaître les contraintes et essayer d'apporter les solutions idoines. Le diagnostic de cette filière a révélé que 7% de la production est destinée à l'autoconsommation, quand les 93 autres
sont vendus pour subvenir aux besoins des producteurs. Le projet s'attelle donc à mettre à niveau la filière dans le but, entre autres, d'augmenter les revenus des producteurs. Pour la transformation, nous avons un rapport de 1,70. Il faut 70 kg d'huile fraîche pour pouvoir produire 1 kg d'huile séchée. Et ceci constitue des pertes énormes en valeur. Donc si on arrive à accompagner les femmes, tout ceci va leur permettre d'aller plutôt vers le frais, de gagner beaucoup plus d'argent et de pouvoir diversifier leurs sources d'aliments maintenant et surtout d'améliorer leurs conditions de vie. Un exemple qui devrait faire tache d'huile dans tous les pays côtiers de la sous-région ouest africaine. Une zone qui fait face depuis quelques années au défi de l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs, qui sont les moteurs de la sécurité alimentaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes. On se retrouve demain à même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.